Arthur Wellesley, le duc de Wellington, le duc de fer, le vainqueur de Waterloo, le titan qui a mis l'ogre corse à genoux. C'est la légende que l'Angleterre a offerte au monde. Une légende gravée dans le marbre de l'histoire. Mais cette légende est un mensonge. Et si derrière le masque de l'impassible général se cachait la plus profonde des angoisses, la peur d'un seul homme, Napoléon Bonaparte. Pendant plus de 10 ans, Wellington n'a pas cherché à affronter l'empereur. Il l'a fui, il l'a évité. Il a prié pour ne jamais croiser son chemin sur un champ de bataille. Aujourd'hui, pour l'héritage de fer, nous allons briser le mythe. Nous allons vous révéler les 3 actes de la grande hantise de Wellington. D'abord, nous verrons comment il a bâti sa réputation en Espagne, loin, très loin, de l'ombre de l'empereur. Ensuite, nous plongerons dans la panique des 100 jours, quand son pire cauchemar est devenu réalité. Et enfin, nous serons à ses côtés, à Waterloo. Non pas pour célébrer sa plus grande victoire, mais pour assister à sa plus grande humiliation. Car l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais leur encre finit toujours par sécher, et la vérité par éclater. Pour comprendre la peur de Wellington, il faut remonter le temps. Il faut se rendre en 1808, dans la fournaise de la péninsule ibérique, l'Espagne. Ce que Napoléon lui-même appellera son ulcère, un pays de montagnes arides et de plaines brûlantes, où la guerre ne suit aucune règle, un bourbier où les armées s'enlisent et meurent, rongées par la faim, la maladie, et une guérilla d'une sauvagerie inouïe. C'est ici, dans ce théâtre secondaire de la grande tragédie européenne, que Londres envoie son général, le plus prometteur, Arthur Wellesley. Sa mission, ouvrir un front pour saigner l'Empire français, pour le distraire de l'essentiel, car l'essentiel, la reine des dieux, se joue ailleurs. Elle se joue en Europe centrale, là où Napoléon, en personne, dirige ses aigles, là où il humilie les plus vieilles monarchies du continent en quelques semaines. En 1805, il pulvérise les Austro-Russes à Austerlitz. En 1806, il anéantit l'armée prussienne, réputée invincible, à Iéna. En 1807, il met la Russie à genoux, à Friedland. Pendant que Napoléon redessine la carte de l'Europe à coups de canon, Wellington, lui, est en Espagne. Et qui affronte-t-il? Il n'affronte pas l'empereur. Il affronte ses lieutenants, ses maréchaux, des hommes de guerre exceptionnels, certes, des titans comme Soult, le manœuvrier méthodique, Masséna, l'enfant chéri de la victoire, le flamboyant maréchal Ney, le brave des braves. Mais aucun d'eux n'est Napoléon. Ils sont les instruments du génie, pas le génie lui-même. Ils appliquent la doctrine, ils ne l'inventent pas. Wellington passe des années à se battre contre les disciples, tout en sachant que le maître est à des milliers de kilomètres, occupé à soumettre des empires. Et comment se bat-il? Observe-t-on chez lui l'audace foudroyante, la furia française qui caractérise les offensives de l'empereur? Non. La stratégie de Wellington est l'antithèse exacte de la doctrine napoléonienne. Napoléon cherche la bataille décisive, l'affrontement qui anéantit l'armée ennemie en une seule journée. Il manœuvre, il prend des risques insensés, il frappe au point de rupture avec une vitesse et une brutalité qui paralyse ses adversaires. Wellington, lui, ne cherche jamais la bataille. Il l'accepte quand il ne peut plus faire autrement. Sa méthode est celle de la prudence, de l'usure, de la défense acharnée. C'est un général qui calcule, qui pèse chaque risque. Il avance lentement, consolide ses positions, s'assure de ses lignes de ravitaillement. Son art n'est pas celui de l'épée, mais celui du bouclier.
Il se sert du terrain comme d'une arme. Il choisit des positions sur les hauteurs, force les Français à attaquer en montant, épuise leurs colonnes sous le feu de ses lignes d'infanterie perfectly disciplinées. Il gagne des batailles, comme à Talavera ou à Salamanque. Mais ce sont des victoires coûteuses, laborieuses, qui ne détruisent jamais l'armée adverse. Après chaque succès, les Français se replient, se réorganisent, et la guerre continue, interminable. Était-ce du génie, ou la prudence d'un homme qui connaît ses limites et qui sait pertinemment que s'il tentait de jouer au jeu de Napoléon, il serait balayé? Il ne se bat pas pour la gloire, il se bat pour ne pas perdre. Le symbole ultime de cette stratégie de la peur, c'est une construction, une monstruosité de terre et de pierre, les lignes de Torres Vedras. En 1810, face à l'avancée du maréchal Masséna, Wellington ne cherche pas le combat. Il fait le contraire, il se réfugie. Il ordonne la construction d'une triple ligne de fortifications, de forts, de redoutes, sur des dizaines de kilomètres au nord de Lisbonne. Un système défensif gigantesque, une véritable muraille où il enterre son armée. Il transforme le Portugal en un camp retranché. C'est une œuvre colossale, un chef-d'œuvre de l'ingénierie militaire. Mais c'est surtout un monument élevé à la peur de l'armée française, même commandée par un simple maréchal. C'est l'aveu qu'en rase campagne, à forces égales, il ne peut pas gagner. Il attend que l'armée de Masséna s'épuise, meure de faim et de maladie face à ces murs infranchissables, et ça marche. Mais ce n'est pas une victoire remportée par l'audace, c'est une victoire par forfait, le triomphe de l'épuisement. C'est l'art de la survie, pas l'art de la guerre. Une seule fois, une seule, le spectre de l'empereur s'est approché de lui. Fin 1808, Napoléon, exaspéré par l'enlisement de la situation, déboule en Espagne, en personne. Et là, la nature de la guerre change instantanément. En quelques semaines, l'empereur balaye les armées espagnoles, reprend Madrid et se lance à la poursuite des Anglais. Pour Wellington et ses hommes, la situation est désespérée. Ils sont sur le point d'être anéantis, rejetés à la mer. Le véritable test est arrivé. La confrontation qu'ils redoutaient plus que tout est imminente. Et puis, le miracle. Une nouvelle parvient au quartier général impérial. L'Autriche, encouragée par les difficultés françaises en Espagne, a décidé d'entrer en guerre. Une nouvelle coalition se forme. Le danger est immense. Napoléon n'a pas le choix. Il doit abandonner la poursuite, confier le commandement à Soult et repartir au galop vers Paris pour préparer une nouvelle campagne. Wellington est sauvé. Sauvé par un événement qui se déroule à 2000 kilomètres de là. Il a regardé le dieu de la guerre dans les yeux, et ce dernier a détourné le regard au dernier instant. Cette chance inouïe forgera le reste de sa carrière. Il passera les années suivantes à combattre les maréchaux, remportant des succès, construisant patiemment sa légende. Mais au fond de lui, une certitude demeure. Il n'a jamais affronté le maître. La campagne d'Espagne ne lui a pas appris à battre Napoléon. Elle lui a appris à l'éviter. Il quitte la péninsule en héros, célébré par l'Angleterre. Mais c'est une réputation construite sur une absence. L'absence de son seul et unique véritable juge. Cette absence, bientôt, allait prendre fin. Et la peur, si longtemps contenue, allait le submerger. 1815, le mois de mars, une nouvelle frappe l'Europe comme un coup de foudre. Il est de retour. L'aigle s'est échappé de son misérable rocher de l'île d'Elbe. Il a débarqué en France, seul. Et la France, l'armée, le peuple, tombent à ses genoux. Le maréchal Ney, qui avait juré au roi Louis XVIII de le ramener dans une cage de fer, change de camp avec toute son armée en le voyant.
En 20 jours, sans tirer un seul coup de feu, Napoléon remonte jusqu'à Paris et reprend son trône. C'est le vol de l'Aigle, un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Un seul homme qui reconquiert un empire par la seule force de sa présence. Pour les rois et les empereurs d'Europe, réunis au Congrès de Vienne pour se partager les dépouilles de son empire, c'est un séisme. C'est l'incarnation de leur pire cauchemar. Pour Wellington, présent à Vienne, la nouvelle est une déflagration personnelle. Le fantôme qu'il a passé sa vie à esquiver vient de ressusciter. Cette fois, il n'y a plus d'Espagne pour servir de champ de bataille secondaire. Il n'y a plus de maréchaux pour faire écran. La confrontation finale, l'apocalypse qu'il a tant redouté, est inévitable. L'Europe, paniquée, le nomme commandant en chef des forces alliées dans les Pays-Bas. Une armée hétéroclite, composée d'Anglais, de Hollandais, de Belges, de Hanovriens. Une force qui n'a pas la cohésion, ni l'expérience de ses vétérans d'Espagne. À sa droite, une autre armée, l'armée prussienne, commandée par un vieux guerrier de 72 ans, le maréchal Blücher, un homme qui voue à Napoléon une haine féroce, presque pathologique. La stratégie de Wellington, pendant ces quelques semaines que l'on nommera les 100 jours, est révélatrice de son état d'esprit. Un général audacieux, un conquérant sûr de sa force, aurait pris l'initiative. Il aurait marché sur la France, cherchant à écraser l'empereur, avant qu'il n'ait eu le temps de reconstituer ses forces. Il aurait cherché la gloire, mais Wellington ne fait rien de tout cela. Il attend. Il se positionne en Belgique et il attend. Il attend que les Autrichiens arrivent. Il attend que les Russes arrivent. Sa stratégie est limpide, et on la lit dans sa correspondance de l'époque. C'est une stratégie de la survie. Il sait que seul, il est perdu. Il sait que son armée, même combinée à celle des Prussiens, est inférieure en qualité, en expérience et surtout en commandement à l'armée française menée par l'empereur en personne. Le nom de Napoléon à lui seul vaut 40 000 hommes, dira-t-il plus tard. 40 000 fantômes qui hantent ses nuits. Son plan n'est pas de vaincre Napoléon. Son plan est de ne pas se faire anéantir avant que le reste de l'Europe n'arrive pour faire le travail. Il n'a qu'une seule obsession, rester à tout prix en contact avec l'armée de Blücher. Sa survie dépend de la jonction avec les Prussiens. Il répète à ses officiers, encore et encore, que les deux armées doivent opérer comme un seul homme. C'est une stratégie de la peur, une stratégie de la dépendance. Il n'est pas un prédateur qui chasse sa proie. Il est un animal traqué qui cherche la protection de la meute. Et pendant ce temps, Napoléon agit. Avec une énergie et une vitesse qui stupéfient l'Europe, il organise une armée à partir de rien. Il rassemble ses vétérans, ses grognards, les survivants des 1000 batailles de l'Empire. 125 000 hommes, une armée petite, mais d'une qualité exceptionnelle, une lame d'acier trempée, prête à frapper. Son plan est un chef-d'œuvre de stratégie, un condensé de son génie. Il voit que les armées de Wellington et de Blücher sont dispersées. Il va donc faire ce qu'il a toujours fait, se jeter entre elles, les empêcher de faire leur jonction, et les battre séparément, les anéantir l'une après l'autre, avant que les Russes et les Autrichiens n'aient eu le temps de franchir le Rhin. Le 15 juin, l'impensable se produit. Napoléon franchit la frontière belge, à Charleroi, à la surprise générale. Il a réussi à masquer le mouvement de toute son armée. C'est un coup de tonnerre. Wellington est à Bruxelles, participant à un bal donné par la duchesse de Richmond. C'est là qu'il apprend la nouvelle. Un messager haletant lui annonce que l'empereur
est là. Ses premières paroles, rapportées par des témoins, trahissent sa panique. « Napoléon has humbugged me, by God. » Napoléon m'a roulé, mon Dieu. Il a été surclassé avant même que la première balle n'ait été tirée. Il a perdu l'initiative. Le dieu de la guerre est entré dans l'arène, et c'est lui qui dicte les règles. Le lendemain, le 16 juin, la foudre s'abat. Napoléon lance 2 attaques simultanées. Avec son aile droite, sous le commandement du maréchal Ney, il attaque les Anglo-Hollandais à l'embranchement stratégique des 4 bras. Avec son corps de bataille principal, il se jette sur les Prussiens de Blücher à Ligny. À Ligny, la bataille est d'une violence apocalyptique. Les Prussiens se battent, avec la fureur du désespoir, mais ils sont surclassés. Napoléon dirige personnellement l'assaut final de sa garde impériale, qui enfonce le centre prussien et met l'armée de Blücher en déroute. C'est une victoire tactique éclatante. La première partie de son plan a réussi. Il a séparé ses 2 ennemis. Wellington, aux 4 bras, a réussi à contenir Ney, mais l'annonce de la défaite de ses alliés prussiens le place dans une position terrible. Il est désormais seul, exposé. L'armée principale de Napoléon peut se retourner contre lui et l'écraser. Son pire cauchemar est en train de se réaliser. Son salut ne viendra pas de son génie, mais d'une erreur presque comique de l'état-major français et de la volonté de faire d'un vieil homme. Les Français croient que les Prussiens se retirent vers l'Est, vers leur base. C'est la logique militaire. Mais Blücher, blessé, à moitié mort sous son cheval pendant la bataille, prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Au lieu de fuir, il ordonne à son armée de se replier vers le nord. Vers Wellington, il choisit la loyauté à son allié plutôt que sa propre sécurité. Un acte de courage et d'honneur insensé. Pendant ce temps, Wellington, ignorant ce revirement, ordonne la retraite. Il fuit vers le nord, cherchant une position défensive où il pourra tenir. Il la trouve sur une crête boueuse, près d'une petite auberge nommée la Belle Alliance, un lieu-dit qui surplombe un hameau du nom de Waterloo. Il s'y installe, non pas pour y livrer la bataille qui lui apportera la gloire, mais pour y livrer un combat désespéré, un baroud d'honneur en attendant un miracle. Il envoie un message frénétique à Blücher. « Tenez bon, j'attends votre aide. » La hantise de 10 ans était sur le point de culminer. Il allait enfin affronter le maître, seul, ou presque, le 18 juin 1815. Le jour du destin. Le ciel de Belgique pleure. Une pluie torrentielle s'est abattue toute la nuit, transformant le champ de bataille en un bourbier infâme, la boue. Cet élément trivial va jouer un rôle capital. Napoléon est contraint de retarder son attaque. Il doit attendre que le sol sèche un peu pour que son artillerie, la reine des batailles, puisse manœuvrer et que les boulets ricochent efficacement. Ce retard, de quelques heures, imposé par la météo, sera fatal. Wellington, lui, a déployé son armée sur une crête, le mont Saint-Jean. C'est une position défensive classique, une position à la Wellington. Il a dissimulé une grande partie de ses troupes derrière la pente, les protégeant de l'artillerie française. Il a aussi fortifié 3 points d'appui cruciaux en avant de sa ligne, la ferme de Hougoumont à sa droite, la ferme de la Haie-Sainte au centre et la ferme de Papelotte à sa gauche. Ce sont des bastions de pierre, des brise-lames destinés à casser l'élan des vagues d'assaut françaises. Sa stratégie est d'une simplicité brutale. Tenir à tout prix, subir le choc, plier sans rompre et prier pour que Blücher arrive à temps. Il n'a aucun plan de victoire. Son seul plan est de ne pas être anéanti.
Il passe la matinée à scruter l'horizon, non pas vers l'ennemi qui lui fait face, mais vers l'est, d'où doit venir son salut. Vers 11h30, l'enfer se déchaîne. 120 canons français ouvrent le feu. Un déluge d'acier et de feu s'abat sur les lignes alliées. C'est le début de l'assaut. Napoléon lance d'abord une attaque de diversion sur Hougoumont, espérant y attirer les réserves de Wellington. Le combat pour cette simple ferme devient une bataille dans la bataille. Une boucherie épique qui durera toute la journée, fixant des milliers d'hommes des deux côtés. Puis, le véritable assaut commence. Le premier corps du général d'Erlon, près de 20 000 hommes, s'avance en colonne massive vers le centre-gauche de Wellington. Il monte la pente sous une grêle de balles et de mitrailles. La première ligne hollando-belge craque et se débande. La situation est déjà critique. Le centre de Wellington est sur le point de s'effondrer. Mais le duc de Fer a bien préparé son coup. Au sommet de la crête, le général Picton lance ses divisions écossaises. Un mur de kilt et de baïonnettes qui stoppe net les Français. Au même moment, la cavalerie lourde britannique, les légendaires Scots Grey et les Household Brigade dévalent la pente. Une charge dévastatrice, suicidaire, qui sabre les colonnes de d'Erlon et les repousse dans la vallée. La cavalerie anglaise, ivre de succès, poursuit sa charge trop loin, jusqu'au canon français, où elle se fait massacrer par les lanciers et les cuirassiers de Napoléon. Le premier acte est terminé. Wellington a tenu, mais à quel prix? Il a perdu une grande partie de sa meilleure cavalerie et son centre est affaibli. Pendant ce temps, Napoléon a vu quelque chose à l'est, une ombre qui bouge, des troupes, ce sont les Prussiens. L'avant-garde de Blücher est là, bien plus tôt que prévu. La course contre la montre est lancée. L'empereur doit briser Wellington avant que toute l'armée prussienne ne déboule sur son flanc. Il confie au maréchal Grouchy la tâche impossible de contenir 30 000 Prussiens, avec une force bien inférieure, et concentre tout le reste sur Wellington. Il ordonne au maréchal Ney de prendre la ferme de la Hyacinthe, la clé du centre allié. Et c'est là que Ney, le brave des braves, commet une erreur tragique. Croyant voir un repli anglais, il lance la quasi-totalité de la cavalerie de réserve française, des milliers de cuirassiers et de dragons, à l'assaut de la crête, sans soutien d'infanterie, sans que l'artillerie n'ait préparé le terrain. C'est une vision de fin du monde. Des vagues de cavaliers en armure, sabres au clair, qui montent à l'assaut d'une armée. Wellington réagit avec un sang-froid remarquable. Il ordonne à son infanterie de former les carrés, des forteresses de baïonnettes, hérissées, impénétrables pour la cavalerie. Pendant des heures, les plus belles charges du monde viennent se briser contre ces carrés de stoïcisme britannique. Les cuirassiers tournent autour, cherchant la faille, se font décimer par les tirs à bout portant. C'est un spectacle sublime et inutile. Un sacrifice héroïque qui épuise la meilleure cavalerie de Napoléon. Wellington, lui, regarde le massacre. Il est sous une pression inouïe. Ses lignes tiennent, mais elles fondent à vue d'œil. Des bataillons entiers sont anéantis. Des généraux tombent à ses côtés. Il murmure à ses aides de camp que la nuit, où Blücher arrive. Il n'est plus un général qui commande. Il est un homme qui espère. Finalement, la Hyacinthe tombe. Les soldats allemands qui la défendaient, à court de munitions, sont massacrés jusqu'au dernier. C'est le point de rupture. Une brèche béante s'ouvre au cœur du dispositif de Wellington. Le centre est percé. La route de Bruxelles est ouverte. La victoire est à portée de main pour Napoléon. Un assaut d'infanterie à cet endroit précis
et l'armée alliée se serait désintégrée. Mais l'infanterie n'est pas disponible, engagée ailleurs. Et les Prussiens attaquent maintenant en force sur le flanc droit français, au village de Plancenoit. Napoléon doit y envoyer sa jeune garde pour éviter d'être tourné. L'occasion en or est manquée. Wellington a le temps de colmater la brèche, de jeter ses dernières réserves dans la fournaise. Il tient, mais il est à l'agonie. Son armée n'est plus une ligne, c'est une succession de groupes de survivants. Il sait qu'il ne pourra pas résister à un dernier assaut. Et cet assaut, il arrive. Napoléon joue sa dernière carte, sa légende vivante. La garde impériale, les invincibles, les grognards qui l'ont suivi d'Austerlitz à Moscou. 8 bataillons s'avancent dans le crépuscule, au son des tambours, baïonnettes au canon. C'est l'instant de vérité. Ils montent la pente, balayant tout sur leur passage. Les dernières lignes alliées reculent. La victoire semble avoir choisi son camp. Wellington est au bord du gouffre. C'est à ce moment précis, alors que tout semble perdu pour lui, que son sauveur apparaît. Non pas Blücher, qui est encore trop loin pour intervenir directement sur le front, mais le général Zieten, commandant un corps prussien, qui débouche sur son flanc gauche. Cette arrivée inespérée libère les dernières réserves de Wellington, qui peut les jeter face à la garde. Les gardes à pied britanniques, cachés derrière la crête, se relèvent et délivrent une volée à bout portant qui fauche le premier rang de la vieille garde. Pour la première fois de son histoire, la garde recule. Un cri parcourt les lignes françaises, un cri d'incrédulité et de désespoir. La garde recule. C'est le signal de la fin. Voyant cela, Wellington, qui a passé toute la journée à subir, se dresse sur ses étriers et agite son chapeau. L'ordre de l'avance générale est donné. Toute la ligne alliée, ou ce qu'il en reste, déferle sur l'armée française en pleine décomposition. La victoire de Wellington n'est pas le fruit de son génie tactique. C'est la conséquence de l'arrivée de ses alliés et de l'endurance surhumaine de ses soldats. Il n'a pas gagné la bataille. Il a survécu jusqu'à ce que les Prussiens la gagnent pour lui. Son triomphe est une défaite évitée de justesse, une humiliation déguisée en gloire. Alors, qui était vraiment Arthur Wellesley, duc de Wellington? Un général compétent, sans aucun doute. Un tacticien défensif de grand talent, certainement. Un homme doté d'un courage personnel et d'un sang-froid admirable. L'histoire en témoigne. Mais était-il le rival de Napoléon? Était-il ce titan que la propagande britannique a façonné pour l'éternité? La réponse est non. 1000 fois non. Son héritage n'est pas celui d'un génie créateur qui a dominé la guerre par son audace et sa vision. C'est celui d'un gestionnaire prudent, d'un administrateur de la victoire, qui a compris avant tout le monde que le seul moyen de vaincre le lion n'était pas de l'affronter en duel, mais de l'écraser sous le poids de la meute. Sa plus grande force n'était pas sur le champ de bataille, mais dans les antichambres de la diplomatie, où il a contribué à forger les coalitions qui ont fini par étouffer la France. À Waterloo, Wellington n'a pas vaincu Napoléon. Il a bêté l'enclume sur laquelle le marteau prussien est venu fracasser l'épée française. Il l'a admis lui-même dans un moment de franchise rare. Ce fut la chose la plus serrée que vous ayez jamais vue dans votre vie. Il n'a pas gagné. Il a simplement été le dernier debout, sauvé in extremis par l'arrivée de ses alliés. La vérité, c'est que la France de Napoléon n'a pas été vaincue par un homme, ni même par une nation. Elle a succombé sous le poids d'un continent entier ligué contre elle. La légende de Wellington fut une nécessité politique pour l'Angleterre. Il fallait un héros national pour justifier des décennies de guerre et des montagnes d'or dépensées.
Il fallait un David pour abattre Goliath. Mais l'héritage de fer, le véritable, n'est pas celui du duc de Wellington. C'est celui de ces grognards de la garde qui se sont fait hacher sur place, à Waterloo, en répondant « La garde meurt, mais ne se rend pas ». C'est celui de ces soldats anonymes de la Grande Armée qui ont marché de Madrid à Moscou, portant sur la pointe de leurs baïonnettes les idéaux d'une révolution qui a changé le monde. Cet héritage, personne ne pourra jamais nous l'enlever. C'est le nôtre, et il est éternel.